Comment, si jeune, vous voulez gagner autant d'argent? Je me trouvais dans le bureau d'un producteur, exactement le producteur d'Hôtel du Nord. Je devais faire le film avec Annabella. Nous avions donc discuté du contrat, tout était d'accord, et le producteur me raccompagnait à la porte quand il m'a demandé mon âge. Et je le lui ai dit, naïvement, enfin sans arrière-pensée, et c'est là où il m'a dit, comment si jeune, vous voulez gagner autant d'argent? Et alors que tout était d'accord, tout était en ordre, il n'a absolument pas voulu me donner satisfaction. Et à partir de ce moment, j'ai dit, eh bien écoutez, monsieur Lukashevitch, il s'appelait Lukashevitch, à partir de cette minute, je ne dirai plus jamais mon âge à qui que ce soit de la profession. J'ai tenu parole, on a cru à une coquetterie, pas du tout, parce que ça joue plutôt à mon détriment, puisqu'on croit toujours que je ne le dis pas parce que je suis très vieux. Mais j'ai tenu parole parce que je suis superstitieux. Donc, je ne commencerai pas cette émission en vous disant je suis né en. Ce que je peux vous dire, c'est que je suis né au Batignolles, de parents assez modestes. Mon père était ébéniste, était un petit ébéniste du quartier, et il aurait voulu que je lui succède dans le métier. Moi, j'avais des idées un petit peu différentes. J'avais, enfin, assez tôt, vers l'âge de 14, 15 ans, j'avais vraiment, comme dit la chanson, j'avais vraiment deux amours. Mais mes deux amours, c'était le cinéma et le musical. Et le musical était alors à son apogée, avec ses grandes vedettes, avec ses découvertes incessantes, avec sa machinerie énorme. Et j'étais aussi très féru de musical. Mais j'allais aussi beaucoup au cinéma et j'avais des maîtres qui étaient Feder, qui étaient Chaplin, qui étaient les expressionnistes allemands, Fritz Lang, Murnau. Et je ne savais pas finalement ce que je déciderais. Et puis le hasard a décidé pour moi. Le hasard s'est présenté sous les traits de Françoise Roset. Nous avions, Françoise Roset et moi, des amis communs. Ses amis savaient très bien ma passion pour le cinéma et ils m'ont invité un jour à un dîner. Et en même temps que Françoise Roset, ils m'ont placé à côté d'elle et durant tout le dîner, je n'ai fait que parler cinéma. Puis, elle s'est crue débarrassée après le dîner, on est passé au salon pour le café. Pas du tout, je l'ai suivie et j'ai continué toute la soirée à parler cinéma. Tant et si bien qu'à la fin de la soirée, elle m'a dit, écoutez, je vais vous parler de vous à Jacques, téléphonez-lui, non plutôt, je vais lui téléphoner, a-t-elle ajouté, et puis appelez-moi et je vous dirai ce qu'il en est. Bref, j'ai rencontré Feder, j'ai encore parlé cinéma pendant 20 minutes avec lui dans son bureau, puis il m'a accompagné à la porte en me disant un peu sèchement, un peu simplement comme ça, je suis très content de vous avoir vu, au revoir. Je croyais que tout était perdu, pas du tout. À 8 jours de là, je recevais un pneumatique que Feder me convoquait au studio où il faisait des essais pour les nouveaux messieurs. Il m'offrait d'être son assistant. À vrai dire, pour lui, j'étais son assistant et je serais son assistant dans les nouveaux messieurs, mais compte tenu qu'il avait déjà un assistant, je n'ai pu signer que comme assistant opérateur. Feder m'a dit, je suis navré parce que, évidemment, le prix n'est pas le même. Il était bien question de prix à ce moment-là. J'étais tellement heureux que, ma foi, j'ai quitté sur le champ l'assurance, la compagnie d'assurance où je travaillais, et puis je suis venu travailler aux côtés de Feder. Être assistant est un métier très singulier, parce que même un premier assistant, même un assistant qui a du métier, on peut très bien, le metteur en scène peut très bien lui demander d'aller lui chercher des cigarettes, il doit le faire. Ou il peut, et le metteur en scène peut tomber malade et l'assistant, automatiquement le premier assistant doit remplacer le metteur en scène, en principe. Donc vous voyez, c'est un métier assez vaste, assez étendu, et que je connaissais naturellement absolument pas. J'ai simplement cherché à me rendre utile le plus possible, et je faisais un peu de tout sur le plateau, mais surtout j'apprenais, j'ouvrais les yeux et les oreilles. Et puis, le film terminé, Feder devait partir pour Hollywood, où il avait signé avec la Metro-Goldwyn un engagement de 3 années. Et moi, j'avais un autre engagement à remplir, c'était de partir soldat. Je suis donc parti soldat, 18 mois. Je ne parlerai pas du service militaire, on ne parle pas du néant. Et quand je suis revenu, Feder n'était naturellement pas là. Je ne savais pas trop que faire. Et finalement, j'ai fait un concours de critique
dans un journal professionnel, un journal professionnel, mais enfin spécialisé, mais qui s'adressait à des lecteurs, à des amoureux, des amateurs de cinéma. J'ai obtenu un premier prix, je suis entré comme critique dans ce journal, puis j'ai travaillé à d'autres journaux, dont un où j'étais rédacteur en chef. Là, un journal corporatif. Et puis je me suis disputé avec le patron, parce qu'il avait dit du mal des Lumières de la Ville, de Chaplin, que moi j'adorais Chaplin. J'ai donc fait la semaine suivante une revue de presse où on encensait Chaplin. Et j'ai envoyé en même temps ma démission, évidemment. Puis, j'en avais un peu assez d'être critique. Je trouvais qu'être critique de cinéma ou de livres ou de pièces de théâtre, c'est tout de même vivre un petit peu du travail des autres. C'est tout de même vivre un peu à leur crochet, si je peux dire. J'ai voulu voir ce dont j'étais capable moi-même. Je n'avais pas beaucoup d'argent. J'ai acheté avec un ami, j'ai acheté une petite caméra qui était une petite caméra de reportage, mais qui coûtait 4500 francs à l'époque. J'ai acheté de la pellicule également, et c'est à peu près tout ce que j'ai dépensé pour le film, caméra, pellicule et frais de développement et tirage. Puis j'ai tourné mon amour des impressionnistes, des peintres impressionnistes, peut-être m'inspirant, j'ai tourné un court documentaire de 20 minutes sur une banlieue de Paris où le dimanche, vraiment 300 à 400 000 Parisiens allaient danser, faire du bateau, nager, faire des courses cyclistes et tout ça, et qui était vraiment un lieu de plaisir extraordinaire et qui était vraiment une très jolie chose. Ce film qui était tourné, enfin je vous dis, pour voir un peu ce dont j'étais capable, finalement a été choisi par une salle qu'on appellerait aujourd'hui salle d'art et essai. Il est passé avec un assez grand succès. À mon grand étonnement, j'ai eu une très bonne critique. Je ne pourrais pas en dire tout le temps la même chose par la suite. Et René Clair a remarqué le film, m'a demandé et m'a engagé comme deuxième assistant pour Sous les toits de Paris. Je dois dire, ça a collé un petit peu moins avec René Clair qu'avec Feder. René Clair a une façon un peu sèche, un peu mécanique, trop méthodique, à mon gré, à mon sens, à mon goût, dans le travail, et je suis resté un petit peu à l'écart du film. Puis, Feder est revenu, j'ai naturellement bondi avec lui, et j'ai fait avec lui 3 films comme assistant, Le Grand Jeu, Pension Mimosa et La Kermesse Héroïque. Ou même dans La Kermesse Héroïque, j'étais directeur de production parce que à un moment, Feder se disputait avec le directeur de production, ils se sont même battus, et il m'a demandé de remplacer ce dernier. Puis, que dire de ma collaboration avec Feder? Dire qu'il m'a tout appris, non, on n'apprend jamais tout à quelqu'un. On lui apprend les rudiments du métier, on lui apprend une certaine manière de travailler. Mais si l'homme par lui-même n'a rien, je ne pense pas que ce soit suffisant. Donc, Feder si vous voulez, m'a appris la chose cinématographique, m'a fait connaître la chose cinématographique. Et puis de là, c'était à moi de me débrouiller. Enfin, c'était à moi, mais j'ai tout de même eu un concours qui était celui de Françoise Roset. Françoise Roset m'avait pris en amitié, elle était comme Feder, elle était très sévère pour moi, mais enfin je crois qu'elle m'aimait bien, et elle m'avait dit, Marcel, le jour où vous trouverez la possibilité de faire un film, je suis votre interprète, si vous voulez bien de moi, dans des conditions très intéressantes pour le producteur. Cette occasion est arrivée, donc j'avais cherché un sujet pour Françoise Roset. On en a trouvé un comme ça qui ne me satisfaisait pas complètement, qui était une chose extrêmement conventionnelle. Mais enfin, le producteur s'est déclaré enchanté. Il aimait beaucoup les gangsters, les prostituées, leurs protecteurs. Et comme ce sujet se passait dans ce milieu, il a évidemment bondi là-dessus. Et j'ai été en quelque sorte, ça m'était en quelque sorte ce sujet, pas imposé, mais enfin, j'étais presque contraint de le faire quand même. Puis donc j'avais ce sujet qui ne m'enthousiasmait pas. Et s'est posé le problème de l'adaptateur et du dialoguiste. Et tout d'un coup, pour un sujet qui était vraiment très réaliste, j'ai pensé à un garçon dont j'avais vu une pièce 3-4 ans auparavant, qui était une pièce de surréaliste, comme toutes les pièces ou tous les écrits surréalistes qui étaient foncièrement antimilitaristes, et qui était aussi très poétique, absurde, et qui s'appelait La bataille de Fontenoy. Et une phrase m'était restée
dans l'oreille qui m'avait beaucoup diverti. Et c'était Soldat de Fontenoy, vous n'êtes pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et j'ai donc demandé ce garçon qui s'appelait Jacques Prévert. Nous allions faire ensemble, Prévert et moi, toute une série de films. Et je crois pouvoir dire que jamais nous nous sommes vraiment disputés. Nous avons eu des discussions parfois âpres, mais jamais de disputes. Pour en revenir à Génie, donc ce scénario, quand j'ai montré ce scénario à Prévert, j'avais très peur, ça s'appelait Prison de velours, c'est tout dire, ça se passait dans une maison de rendez-vous. J'avais très peur que le poète de parole, que l'auteur de parole me dise, écoute, moi je veux rien faire avec ça. Au contraire, ça a eu l'air de l'intéresser. Il m'a dit, bah écoute, on va se débrouiller. Bah, il a employé un verbe plus vigoureux que débrouiller d'ailleurs. Et puis on s'est débrouillé. C'est-à-dire que dans cette histoire très conventionnelle, eh bien, on a ajouté des tas de personnages secondaires, insolites, originaux, pittoresques, et que finalement, pour une fois, la sauce faisait passer un peu le rôti, comme on dit en français. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent canadien, mais en français on dit ça. Et puis le film est sorti, et d'abord il a été présenté à la presse. C'était une sorte de film d'intimiste entre quelques personnages. Et puis on l'a présenté dans le plus grand cinéma de la capitale, à la presse, ce qui était très intelligent. Puis après, il y a eu un déjeuner pour la presse. Et puis on a mis en boîte les producteurs. Je ne sais plus à quel propos, peut-être parce qu'on avait un petit peu bu. Et le lendemain, ça fait évidemment beaucoup de bruit dans la presse. On nous a traités d'ingrats, qu'on était des débutants et qu'on avait vraiment injurié des producteurs qui nous avaient donné notre première chance. Enfin, en ce qui me concerne, tout au moins. Et puis, par la suite, tout de même, le film a eu un assez grand succès, puisque le producteur a pu me dire quelques années plus tard qu'il avait rapporté 7 fois son capital, ce qui est tout de même énorme. Et j'ai rencontré Cornille Molinier. Cornille Molinier était avant tout un aviateur. Et il allait faire des randonnées assez fantastiques. Enfin, il faisait Paris-Le Cap, qui pour l'époque était tout de même très extraordinaire. Et entre deux voyages, il s'intéressait un peu au cinéma. Il m'a dit qu'il aimerait beaucoup faire un film avec moi et avec Jacques. Il connaissait Jacques déjà. Et on a présenté un scénario qui nous tenait à cœur, qui s'appelait L'île des enfants perdus, et qui était une histoire qui se passait dans un pénitencier d'enfants à Belle-Île. Nous avons fait un pré-scénario, enfin un synopsis, on l'a montré à la pré-censure, qui nous l'a refusé catégoriquement, en disant qu'il n'était pas question qu'un tel film sorte, que d'ailleurs c'était exagéré, que les enfants étaient très bien traités. Or nous savions pertinemment le contraire. Et puis Cornille m'a montré deux livres dont il avait les droits, dont un anglais qui s'appelait His First Offense, je prononce très mal l'anglais, vous m'excuserez, et qui est devenu Drôle de drame. J'ai choisi ce sujet. Et finalement, alors là, Prévert s'en est donné à cœur joie dans le surréalisme, dans l'absurde, et dans l'humour anglo-saxon. Le film, nous on s'était beaucoup amusé à tourner le film. Et je croyais naïvement que tout le monde s'étant amusé à le tourner. J'avais une distribution merveilleuse. Il y avait Roset à nouveau, il y avait Simon, il y avait Jouvet et Barrault. Et contrairement à ce que je croyais, le film, les spectateurs ont très mal pris le film. C'est tout juste si on ne cassait pas les fauteuils dans la salle qu'ils projetaient. Il y avait des invectives continuelles, on nous prend pour des imbéciles, enfin même un mot plus bref, on se fout de nous, et tout ça. Et bref, le film n'a pas été un très très grand succès, c'est le moins qu'on puisse dire. On a même eu un procès parce que le héros s'appelait Molineux, qu'on avait mis des grandes affiches dans Paris, Molineux est-il un assassin, et que on n'avait pas pensé qu'un grand parfumeur s'appelait Molineux aussi. Et il a fait un procès quand il est sorti de chez lui et qu'il a vu cette affiche sur les murs, Molineux est-il un assassin, il est évident qu'il n'était pas très content. Et puis, il y a 2 femmes qui ont vu le film et qui, elles, l'ont beaucoup aimé. C'était la femme de Gabin et la femme d'un producteur à la UFA, et qui ont téléphoné le soir même à leur mari respectifs, qui tournaient à de Babelsberg un film de Grémillon, Gueule d'amour, et on dit, vous devriez tu devrais faire, Jean, a dit la femme de Gabin, tu devrais faire un film avec ce gars-là. Ce gars-là, c'était moi. Gabin me connaissait un peu parce qu'il avait demandé pour Génie, pour mon premier film, et puis il n'avait pas pu, il était pris par Duvivier. On s'est rencontrés à un déjeuner,
Et j'ai parlé de Quai des Brumes, du Quai des Brumes, le livre de Macorlan, un livre de Macorlan que j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup Macorlan, j'aimais beaucoup Marguerite de Laduie, le chant de l'équipage et tout ça, et en particulier le Quai des Brumes. Le sujet a été accepté et nous avons commencé à faire le scénario. Donc, engagé par cette société allemande, le film devait être tourné en Allemagne. Ce qui nécessitait beaucoup de changements dans le film, changement du livre, compte tenu que l'action du bouquin de Macorlan se passait au Lapin-Agile à Montmartre, qu'il n'était pas question de reconstituer Montmartre dans les studios allemands. Et on a d'abord pensé que ça se passerait en Hambourg, compte tenu que le film devait être tourné en Allemagne. Puis, le scénario a été jugé très sévèrement par les dirigeants de la UFA, qui, il ne faut pas l'oublier, tout de même, il y avait déjà Hitler en Allemagne, et ont jugé le scénario un peu d'après l'idéologie qui était la leur, à savoir que c'était un scénario plutocrate, décadent, social-démocrate, et sentiment purement négatif. Enfin, finalement, le film a été repris par un producteur français qui voyait à cette occasion la possibilité d'avoir Gabin pour un prix assez faible, puisque le contrat qui le liait à la UFA datait de plusieurs années. Donc on a entrepris le film, il n'avait pas lu le scénario. Ce qui l'intéressait, c'était Gabin. C'était pas Prévert, c'était pas Carnet, c'était à peu près inconnu. En plus de ça, il valait mieux. Il n'avait sans doute pas vu le drôle de drame, mais ça valait mieux. Et alors je devais avoir énormément de mal, parce que quand il a lu le scénario, alors là il a été affolé. C'était un scénario, il faut dire, c'était un genre de film un petit peu révolutionnaire. Pour l'époque, on tournait des films ensoleillés, des comédies avec beaucoup de monde. Et moi j'arrivais avec ma brume, mon bec de gaz, mon pavé mouillé, mon dent de cygne, comme on disait à l'époque, avec deux malheureux complètement vides, déserts, avec deux malheureuses entraîneuses qui dansaient ensemble. Et puis, c'était pas un sujet très très gai non plus, il faut bien le dire. C'est un sujet tout de même assez pessimiste, assez mélancolique. Enfin bref, j'ai mené une grosse bagarre pour éviter toutes les coupures qu'exigeait le producteur. Je ne suis pas arrivé en totalité, mais enfin, je suis arrivé en grande partie. Tant et si bien que le producteur était persuadé que le film n'aurait aucun succès, mais aucun. Et quand le directeur de la salle qui le projetait lui a annoncé après la première matinée que le film avait été applaudi, ce qui était rarissime, il l'a cru qu'à moitié, mais les événements allaient lui donner tort parce que le film a été un immense succès. Après Le Quai des Brumes, j'ai donc rencontré ce producteur avec lequel j'ai commencé cette émission, qui m'avait dit que j'étais trop jeune pour gagner autant d'argent. Lui voulait faire un film avec Annabella. Annabella était une immense actrice à l'époque, une immense actrice, entendons-nous, sur le plan commercial surtout, et il m'avait demandé de faire le film d'Annabella de l'année. J'avais cherché ce que je pouvais faire avec Annabella, que j'avais vu dans Marie Légion d'Hongroise, que j'avais vu dans 14 jours de René Clair, et j'ai pensé à Hôtel du Nord de Jeanne Daby. Loukachevitch n'avait pas lu Hôtel du Nord, ne connaissait pas Daby, mais il m'a dit, moi, si Annabella est d'accord, je suis d'accord, sans lire le sujet toujours. J'ai téléphoné à Annabella à Hollywood, et par extraordinaire, Annabella connaissait le sujet, aimait le sujet, il m'a donné son accord. Et Loukachevitch a dit, si Annabella est d'accord, moi aussi. Et on a commencé le scénario. J'ai travaillé avec Orange pour l'adaptation. Puis, quand le problème du dialoguiste s'est posé, j'ai pensé à Henri Janson. Henri Janson n'était pas du dernier bien avec Loukachevitch. Loukachevitch me disait qu'il avait travaillé anonymement à des films cocardiers que tournait Marcel L'Herbier, et que le film sorti, il éreintait en tant que critique. Alors, enfin, bref, Janson a usé d'un stratagème qui va décider du film. Curieusement, Janson avait trouvé dans le scénario deux personnages épisodiques, une prostituée et son souteneur. Ouais, il pensait, avec raison d'ailleurs, que les producteurs aimaient beaucoup les prostituées et les souteneurs, parce que ça faisait toujours beaucoup d'argent. J'ai réussi à obtenir un rendez-vous, et Janson s'est étalé longuement sur ces deux personnages. Ça a séduit le producteur qui l'a engagé. Et voilà comment deux personnages secondaires ont pris tout d'un coup, ont dévoré, si je peux dire, le couple, ont pris tout d'un coup une importance considérable. Et comme ils étaient joués par
Arletty, dont c'était un des premiers grands rôles au cinéma, sinon le premier grand rôle, et Jouvet, ils ont, je le répète, dévoré le couple, il n'y avait plus qu'eux. Cette impression de déséquilibre était encore renforcée du fait que Janson n'avait pas joué le jeu. Il avait fait pour Annabella et Jean-Pierre Aumont un dialogue assez plat et qui ne les servait pas beaucoup, au contraire, qui les desservait considérablement. Et évidemment, à la sortie du film, tout le succès est allé à Arletty et à Jouvet. Il faut dire qu'Arletty était prodigieuse. J'avais eu un peu peur au début, parce que, évidemment, Arletty n'avait pour ainsi dire fait que très très peu de choses à l'écran, et là elle avait un rôle écrasant. Et puis, au cours du tournage, je me suis rendu très vite compte de la femme extraordinaire qu'elle était, merveilleuse, capable de tout faire, de jouer le drame, la comédie, le comique, la tragédie. Et il est fait qu'à la sortie du film, Arletty est montée en flèche, exactement comme Morgan était monté en flèche à la sortie de Quai des Brumes. Et je crois même que, pour la petite histoire, elles avaient eu toutes les deux le même contrat de 60 000 francs, et qu'après, toutes les deux ont signé un contrat de 300 000 francs, des francs d'alors. Donc Hôtel du Nord a été également un immense succès commercial. Atmosphère, qu'on disait dans le film, que je n'aime pas beaucoup parce que je trouve ça un peu outré, un peu faux, avait été vraiment couru tout Paris. On parlait atmosphère. Et puis, j'avais signé après Quai des Brumes, non, avant la sortie de Quai des Brumes, par un producteur qui avait, comme on dit, un peu de nez. Nous avait signé à Gabin, Prévert et moi un contrat pour faire un film l'année suivante. C'est-à-dire, j'avais fait après Hôtel du Nord. Et on avait décidé de faire avec Prévert un sujet qui s'appelait Rue des Vertus, qui était un film qui se passait dans le milieu des gangsters. Il y avait des choses assez jolies, mais je n'étais pas enthousiaste du sujet. Quand un jour, un voisin de palier, donc j'avais vaguement entendu parler, parce que je ne me mêle pas beaucoup aux gens de l'immeuble en général, me téléphone et me dit, j'ai peut-être un scénario pour vous, j'ai enfin une idée de sujet, est-ce que je peux vous voir? Il avait que le palier à traverser, je lui dis, entrez donc. Et il m'a apporté un sujet, je ne croyais pas beaucoup, mais il m'a apporté un sujet, c'est beaucoup dire, un synopsis de 4 pages, un peu jauni, un peu passé. Et quand je l'ai lu, ce sujet, très vite, parce qu'il était très court, j'ai été enthousiasmé. J'étais enthousiasmé non pas par l'histoire elle-même, mais j'étais enthousiasmé par la manière de raconter l'histoire. Pour une fois, on ne racontait plus l'histoire dans l'ordre chronologique. On prenait l'histoire par la fin, et il y avait de continuels retours en arrière, des évocations sur la vie passée, et comment cet homme, enfermé dans cette chambre, qui venait de tuer un autre homme, comment cet homme en était arrivé à ce crime. Et la difficulté, c'était de faire accepter ce nouveau sujet à Prévert, ce qui était vraiment très délicat, c'était pas un sujet de lui, le faire accepter à Gabin, qui avait accepté Rue des Vertus, et le faire accepter au producteur. J'en ai parlé à Prévert, qui, sur un ton un peu pincé, je le comprenais, m'a dit, moi, rien, si tu veux tourner ça s'appelait Le jour se lève, si tu veux tourner ça, m'a-t-il dit, libre à toi. J'ai dit, oui, mais Jacques, on va travailler ensemble. Bon, oui, d'accord. Moi, je ne ferai pas le sujet, c'est pas mon sujet, mais je ferai les dialogues si tu veux. Et puis, le producteur, lui, m'a dit tout de suite, ah, mais oui, il va falloir que je paye un deuxième scénariste, alors. Bon, j'ai dit, c'est pas grave, on arrangera la chose. Puis, il ne demandera pas tellement, il n'est pas connu. Puis, nous sommes allés voir Jacques Viaud, le scénariste du Jour se lève, Frogerel, le producteur, et moi, nous sommes allés voir Gabin dans une station de sport d'hiver où il prenait quelques jours de vacances. Et Gabin m'a dit, écoute, si tu veux tourner ça, ça te plaît? Je dis oui, mieux que Rue des Vertus. Je dis oui, c'est beaucoup plus original et surtout la manière de le raconter. Bon, ben il dit, allons-y. Et voilà comment est né Le jour se lève. Et puis, dans Rue des Vertus, nous avions pensé à un personnage, à Jules Berry pour un des personnages. Et Jules Berry était un acteur que j'adorais, un acteur auquel je trouvais parfois du génie. Et donc nous l'avons repris pour Le jour se lève, naturellement Arletty aussi, qui était devenue une très très grande amie et que j'admirais de plus en plus. Et puis nous avons fait Le jour se lève.
Et puis, le film est sorti au cinéma Madeleine. Il y avait déjà un handicap parce qu'il a succédé à un film qui s'appelait La fin du jour de Duvivier. Et les gens confondaient un peu. Et puis, nous étions, il ne faut pas l'oublier, tout de même, nous étions en 1939. Il y avait eu Munich, il y avait eu tous les bruits de guerre. On était persuadés que la guerre était imminente. Et là, ça ne se trompait pas. Et c'était un film, Le jour se lève, et c'était un film noir, comme disaient les gens. C'était un film sévère, austère et assez sombre. Et le film n'a pas eu un énorme succès. Il vivotait comme ça, tant bien que mal. La presse n'avait pas été très bonne. Il y avait un critique qui avait écrit Le jour se lève du pied gauche. Bref, c'était pas ce qu'on appelle le grand succès. Mais malgré tout, il y avait un garçon qui était vraiment, comment je peux dire, le prophète de la critique, qui s'appelait André Bazin, et qui avait fait ce qui était un film prodigieux, et il avait fait une sorte de thèse sur le film, sur Le jour se lève, où il avait trouvé un monceau de symboles que ni Prévert ni moi n'avions songé à y mettre. Et on en était donc là quand la déclaration de guerre est survenue. Tous les cinémas fermés instantanément, tous les lieux de spectacle fermés. Et le 3e jour de la mobilisation, eh bien, je suis parti faire mon devoir de français, comme on dit. Je n'avais aucune spécialité militaire, j'étais 2e classe, et je me suis retrouvé en Lorraine, en avant de la ligne Maginot, où on m'avait mis dans un régiment de pionniers. Et là, je creusais des trous. Enfin, je me faisais l'impression d'être une taupe. Toute la journée, je creusais des trous. Au mois de mai 40, j'ai fait la débâcle et je me suis retrouvé démobilisé à Toulouse. De là, j'ai gagné Nice, où on m'avait dit que le cinéma reprendrait plus vite qu'à Paris.